Il y a quelque chose en toi qui a toujours été différent. Tu l'as ressenti depuis que tu étais enfant, quand les autres couraient former des groupes et que tu préférais observer à distance. Tu l'as remarqué quand tout le monde cherchait désespérément à s'intégrer et que tu ne comprenais simplement pas pourquoi tu devais changer, qui tu étais pour plaire à des gens que tu ne respectais même pas. Et tu le ressens encore maintenant. Chaque fois qu'ils te regardent avec confusion parce que tu ne suis pas les règles non écrites que la société a imposées sur la façon dont un homme doit se comporter. Bienvenue sur Cercle Mental. Si tu es ici, tu sais probablement déjà que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas l'alpha qui cherche à dominer chaque pièce, ni le bêta qui suit les ordres sans questionner. Tu es quelque chose de complètement différent. Un loup solitaire qui a trouvé le pouvoir dans sa propre indépendance, un homme qui a découvert que le vrai contrôle ne vient pas de diriger des meutes, mais de ne pas en avoir besoin du tout. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Être un homme Sigma vient avec certains traits que le monde ne comprend pas, des caractéristiques que la société considère comme sombres, étranges, voire perturbantes. Des comportements qui mettent les gens mal à l'aise, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils défient tout ce qu'on leur a appris sur le fonctionnement de la hiérarchie sociale. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la psychologie Sigma. Nous allons explorer ces 6 traits sombres et étranges qui te rendent unique, ces caractéristiques que tu as essayé de cacher ou qui t'ont fait te sentir comme un étranger dans ton propre monde. Mais plus important encore, nous allons découvrir pourquoi ces traits ne sont pas des défauts que tu dois corriger, mais des super-pouvoirs que tu dois apprendre à maîtriser. Ce n'est pas une vidéo de motivation vide. Nous n'allons pas te donner de jolies phrases pour te faire sentir bien pendant 5 minutes. Ce que tu vas trouver ici est une analyse approfondie, basée sur des années d'études sur la mentalité Sigma, avec des exemples pratiques que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Parce que chez Cercle Mental, nous ne croyons pas au contenu superficiel. Nous croyons aux transformations réelles. Avant de commencer, je te demande quelque chose d'important. Si ce contenu résonne en toi, si tu sens que quelqu'un comprend enfin comment fonctionne ton esprit, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Ne le fais pas pour nous, fais-le pour toi. Parce que chaque semaine, nous publions du contenu conçu spécifiquement pour des hommes comme toi. Des hommes qui ont choisi un chemin différent et qui ont besoin d'outils réels pour le naviguer avec succès. Cette chaîne est ta tribu, même si les Sigma n'en ont pas besoin. Maintenant, prépare-toi. Ce qui vient ensuite pourrait complètement changer la façon dont tu te vois. 1. La solitude stratégique. Le premier trait sombre qui définit l'homme Sigma est peut-être le plus incompris de tous, la solitude stratégique. Et je dis incompris parce que la société moderne a créé un récit complètement faux sur ce que signifie être seul. On nous a dit que la solitude est une punition, qu'elle est le résultat de l'échec social, que si tu es seul, c'est parce que personne ne veut de toi près d'eux. On nous a bombardé d'images de personnes entourées d'amis, célébrant en grands groupes, comme si le nombre de personnes autour de toi était directement proportionnel à ta valeur en tant qu'être humain. Mais tu sais que c'est un mensonge. Et non seulement tu le sais, tu l'as vécu. L'homme Sigma n'est pas seul parce qu'il ne peut pas trouver de compagnie. Il est seul parce qu'il a choisi de l'être, et cette différence est absolument fondamentale pour comprendre ce trait. Alors que le reste du monde court désespérément en essayant de remplir chaque seconde de silence avec des conversations vides, le Sigma a découvert quelque chose que la plupart ne comprendront jamais. La solitude n'est pas un vide qui doit être rempli, c'est un espace sacré où se produit la véritable construction de soi. Pense à cela un moment. Chaque grand penseur, chaque visionnaire, chaque homme qui a laissé une marque permanente dans l'histoire a passé des périodes significatives en solitude, pas par accident mais par conception. Isaac Newton a développé ses théories les plus révolutionnaires pendant l'isolement de la peste. Nikola Tesla passait des jours entiers seul, visualisant ses inventions avant de les construire. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait ses méditations dans la solitude de sa tente de campagne, loin du bruit de l'empire qu'il gouvernait. Ces hommes ne fuyaient pas le monde. Ils construisaient la version la plus puissante d'eux-mêmes dans le seul endroit où c'est possible, loin de l'influence contaminante des masses. L'homme Sigma moderne comprend cela intuitivement. Il sait que chaque fois qu'il est entouré de gens,
Une partie de son énergie est consacrée à gérer les dynamiques sociales, à décoder les signaux non-verbaux, à maintenir les masques que la société exige. Et bien qu'il puisse faire tout cela avec maîtrise quand c'est nécessaire, il reconnaît le coût énergétique que cela implique. C'est pourquoi la solitude n'est pas une fuite pour lui, c'est un investissement stratégique. Quand le Sigma se retire dans sa solitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Son esprit, libéré des distractions sociales, commence à fonctionner à un niveau complètement différent. Les idées coulent sans interruption. Les problèmes qui semblaient impossibles à résoudre se démêlent avec une clarté surprenante. Les décisions qui semblaient confuses dans le bruit social deviennent évidentes. C'est comme si la solitude activait un mode de traitement supérieur qui n'est simplement pas disponible quand nous sommes constamment bombardés par des stimuli externes. Mais voici l'aspect qui fait que ce trait est considéré comme sombre. La société ne peut pas contrôler quelqu'un qui n'a pas besoin de sa validation sociale, et cela terrifie le système. Réfléchis bien, toute la construction sociale moderne est conçue pour te maintenir dépendant de l'approbation des autres. Les réseaux sociaux monétisent ton besoin de likes. Les entreprises exploitent ta peur de l'ostracisme pour te vendre des produits qui sont censés te rendre plus acceptable. Les gouvernements utilisent la pression sociale comme outil de contrôle. Et soudain apparaît l'homme Sigma, complètement immunisé contre ces tactiques, heureux dans sa solitude, construisant son propre empire sans demander la permission à personne. Cela explique pourquoi les gens réagissent si étrangement quand un Sigma refuse des invitations sociales sans donner d'explications élaborées. Cela explique pourquoi ils sont mal à l'aise de voir quelqu'un manger seul dans un restaurant sans montrer de signes d'inconfort. Cela explique pourquoi ils essaient constamment de ramener le Sigma au troupeau avec des phrases comme « Tu es très isolé ces derniers temps » ou « Ce n'est pas sain d'être seul si longtemps ». Ce qu'ils disent vraiment c'est « Ton indépendance me fait questionner ma propre dépendance et cela me met mal à l'aise ». L'homme Sigma a appris à reconnaître ses tentatives de manipulation pour ce qu'elles sont et à développer la force mentale pour les rejeter sans culpabilité. Parce que voici la vérité que la société ne veut pas que tu découvres. La culpabilité que tu ressens quand tu choisis la solitude plutôt que la socialisation vide n'est pas naturelle. Elle est programmée. C'est un mécanisme de contrôle qui t'a été installé depuis l'enfance pour te maintenir dans le système. Et la première étape pour te libérer est de reconnaître que cette culpabilité ne t'appartient pas. Maintenant, il est important de faire une distinction critique. La solitude stratégique du Sigma n'est pas la même chose que l'isolement destructeur. Nous ne parlons pas de t'enfermer dans ta chambre en évitant tout contact humain par peur ou dépression. Nous parlons d'un choix conscient et calculé sur quand, comment et avec qui investir ton énergie sociale limitée. Le Sigma peut être extraordinairement charismatique et efficace dans les situations sociales quand il le juge nécessaire. Il a simplement appris que ces situations doivent être sélectives, pas constantes. Un exemple pratique, imagine que tu as un projet important qui nécessite une concentration profonde. La personne moyenne essaiera d'y travailler tout en maintenant des conversations WhatsApp, en vérifiant les réseaux sociaux toutes les 5 minutes et en planifiant des sorties du week-end. Le Sigma, en revanche, entrera en mode solitude stratégique. Il mettra son téléphone en silencieux, annulera ses engagements sociaux sans remords et s'immergera complètement dans son travail. Non pas parce qu'il déteste ses amis ou sa famille, mais parce qu'il comprend que l'excellence nécessite un sacrifice temporaire et que les vraies relations survivront à quelques jours de silence. Ce trait se manifeste également dans la façon dont le Sigma traite les émotions intenses. Alors que d'autres cherchent immédiatement de la compagnie face à des problèmes ou des décisions difficiles, le Sigma cherche instinctivement d'abord la solitude. Il a besoin d'espace mental pour analyser, pour ressentir sans la pression d'expliquer ses sentiments aux autres, pour arriver à ses propres conclusions avant de considérer des perspectives externes. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est de la maturité émotionnelle. C'est la compréhension que tes émotions sont les tiennes à traiter, pas un spectacle pour que les autres en soient témoins ou l'influencent. La solitude stratégique a également une composante d'autopréservation qui est rarement discutée. L'homme Sigma est intensément conscient de la façon dont l'énergie des autres peut affecter la sienne. Il a remarqué comment certaines conversations le laissent épuisé,
comment certaines dynamiques de groupe drainent sa vitalité, comment le drame constant des autres peut s'infiltrer dans sa paix mentale s'il ne maintient pas des limites strictes. La solitude, alors, fonctionne comme un système de filtrage. Elle lui permet de réinitialiser son énergie, de purger les influences négatives, absorbées dans les interactions sociales, et de revenir à son état de base de clarté et de but. Quelque chose de fascinant se produit quand tu maîtrises ce trait. Ta présence devient plus précieuse. La rareté crée la valeur, et cela s'applique aussi aux relations humaines. L'homme qui est toujours disponible, qui ne dit jamais non à une invitation, qui remplit chaque seconde de compagnie, devient paradoxalement moins intéressant. Sa présence est si commune qu'elle est tenue pour acquise. Le sigma, avec sa disponibilité sélective, crée un effet complètement opposé. Quand il apparaît, sa présence a du poids. Quand il parle, les gens écoutent. Quand il choisit de passer du temps avec quelqu'un, cette personne se sent vraiment spéciale, parce qu'elle sait que le sigma avait l'option d'être seul et a spécifiquement choisi sa compagnie. Pour implémenter ce trait dans ta vie, commence par de petits actes de solitude intentionnelle. Consacre 1 heure par jour complètement seul, sans téléphone, sans distraction, juste toi et tes pensées. Note comment tu te sens. Au début, cela peut être inconfortable. L'esprit moderne est tellement habitué à la stimulation constante que le silence semble menaçant, mais persiste. Avec le temps, cette heure deviendra le moment le plus productif et clarifiant de ta journée. Ensuite, étends cela aux décisions sociales. La prochaine fois que tu reçois une invitation qui ne t'enthousiasme pas vraiment, décline sans donner d'explications élaborées. Tu n'as pas besoin de justifier ton besoin de temps seul. Un simple « je ne peux pas, merci » suffit. Observe comment les gens réagissent. Mais plus important encore, observe comment tu te sens. Si tu ressens du soulagement au lieu de la culpabilité, tu commences à éveiller ta nature sigma. La solitude stratégique n'est pas un défaut que tu dois surmonter. C'est un super pouvoir que tu dois cultiver. Dans un monde où tout le monde est désespéré pour une connexion constante, tu as découvert que la vraie connexion, avec toi-même et avec les autres, n'est possible que quand tu apprends d'abord à être complet dans ta propre compagnie. Ce n'est pas sombre ou étrange. C'est extraordinairement sage. 2. Le détachement émotionnel calculé. Le deuxième trait sombre de l'homme sigma est celui qui lui vaut fréquemment l'étiquette de froid, insensible ou même sociopathe. Nous parlons du détachement émotionnel calculé, une capacité que la plupart des gens non seulement ne comprennent pas, mais craignent activement. Mais avant de plonger dans ce trait, nous devons détruire quelques mythes dangereux que la société a construits autour des émotions masculines. On nous a vendu 2 récits également toxiques sur la façon dont les hommes doivent gérer leurs émotions. Le premier, traditionnel et obsolète, dit que les hommes ne doivent jamais montrer d'émotions, que les larmes sont une faiblesse, que la vulnérabilité est féminine. Le second, plus moderne mais également problématique, nous dit que les hommes doivent exprimer toutes leurs émotions constamment, que réprimer tout sentiment est toxique, que la masculinité saine nécessite d'être en contact constant avec ton côté émotionnel et de le partager avec le monde. Les 2 récits sont faux, et l'homme sigma le sait. Le détachement émotionnel calculé n'est pas l'absence d'émotion. Le sigma ressent avec la même intensité que tout autre être humain, peut-être même plus intensément en raison de sa nature introspective. Ce qui distingue le sigma est sa capacité à séparer ce qu'il ressent de la façon dont il agit. Il peut vivre une tempête émotionnelle interne, tandis que son extérieur reste complètement calme. Il peut recevoir des nouvelles dévastatrices et traiter le coup intérieurement sans permettre que cela affecte ses décisions immédiates. Il peut être furieux et quand même répondre avec une précision chirurgicale au lieu de réagir impulsivement. Cette capacité est incroyablement rare et extraordinairement précieuse. Nous vivons dans une ère de réactivité émotionnelle constante. Les réseaux sociaux ont entraîné des générations entières à répondre instantanément depuis l'émotion, sans filtre, sans réflexion. Le résultat est un monde plein de regrets, des messages envoyés à chaud qui détruisent des relations, des décisions professionnelles prises depuis l'ego blessé, des conflits qui escaladent inutilement parce que personne n'a eu la discipline de faire une pause et de réfléchir avant de réagir. L'homme sigma se déplace dans ce monde chaotique comme un moine guerrier.
Il observe les tempêtes émotionnelles des autres sans se laisser emporter par elles. Quand quelqu'un essaie de le provoquer, il répond depuis la stratégie, pas depuis l'émotion. Quand il fait face à une crise, sa première réponse n'est pas la panique, mais l'analyse. Et cela lui donne un avantage compétitif massif dans pratiquement tous les domaines de la vie. Considère le domaine professionnel. Dans une réunion tendue où les émotions sont vives, le sigma est typiquement la personne la plus calme dans la pièce. Tandis que les autres s'interrompent, élèvent leur voix et laissent leurs égos diriger la conversation, le sigma écoute, traite et répond avec la précision d'un chirurgien. Ce calme ne passe pas inaperçu. Les vrais leaders, les personnes avec un pouvoir réel, reconnaissent immédiatement cette qualité parce qu'ils ont eux-mêmes dû la développer pour arriver où ils sont. Le sigma, sans essayer d'impressionner qui que ce soit, attire naturellement le respect des personnes qui comptent. Dans les relations personnelles, ce trait crée une dynamique fascinante. L'homme sigma ne devient pas émotionnellement dépendant de ses partenaires aussi rapidement que la société considère normal. Il n'envoie pas 20 messages quand il ne reçoit pas de réponse immédiate. Il ne crée pas de drame pour obtenir de l'attention. Il ne permet pas que son état émotionnel soit complètement déterminé par les actions ou l'humeur d'une autre personne. Cela peut initialement dérouter les partenaires, qui sont habitués à des hommes plus réactifs, mais cela devient éventuellement quelque chose de profondément attrayant. Être avec quelqu'un qui a le contrôle émotionnel, c'est être avec quelqu'un qui te fait te sentir en sécurité. Tu sais qu'il n'explosera pas sans raison, que tu peux avoir des conversations difficiles sans qu'elles escaladent en cris, que son affection n'est pas des montagnes russes imprévisibles, mais une force constante et fiable. Mais voici la partie sombre que les gens ne veulent pas discuter. Le détachement émotionnel calculé signifie aussi que le sigma peut s'éloigner de situations et de personnes avec une facilité que d'autres trouvent perturbante. Quand une relation devient toxique, le sigma peut couper les liens de façon nette et définitive, sans le drame prolongé, les cycles de rupture et de réconciliation, les adieux interminables qui caractérisent les relations des personnes émotionnellement réactives. Quand un ami se révèle être déloyal, le sigma peut le réduire de meilleur ami à simple connaissance, sans perdre le sommeil. Cette capacité de détachement sélectif est vue comme de la froideur, mais en réalité c'est de l'autopréservation raffinée. Le mécanisme derrière ce trait implique plusieurs processus mentaux que le sigma a développés, soit consciemment, soit à travers des expériences de vie. Premièrement, il existe une séparation claire entre le moi observateur et le moi qui expérimente les émotions. Le sigma peut ressentir quelque chose intensément, tout en observant simultanément ce sentiment depuis une distance mentale, l'analysant, le catégorisant, décidant consciemment quoi en faire. Cette dualité mentale est similaire à ce que pratiquent les méditants avancés, mais chez le sigma, elle tend à être plus une caractéristique inhérente qu'une compétence acquise. Deuxièmement, le sigma a profondément internalisé la nature temporaire des émotions. Il sait que la fureur qu'il ressent maintenant se dissipera en heures ou en jours. Il sait que la douleur d'une perte, bien que réelle, se transformera éventuellement en quelque chose de gérable. Il sait que l'euphorie d'un triomphe est aussi passagère et ne doit pas conduire à des décisions impulsives. Cette perspective temporelle lui permet de ne pas s'identifier complètement à une émotion spécifique, les voyant plutôt comme des états passagers qui informent mais ne définissent pas. Troisièmement, et peut-être le plus important, le sigma a appris à distinguer entre les émotions qui servent et les émotions qui sabotent. Toutes les émotions ne méritent pas d'être suivies d'action. Ressentir de la jalousie ne signifie pas que tu dois te comporter de façon jalouse. Ressentir de la colère ne signifie pas que tu dois exprimer cette colère immédiatement. Ressentir de la peur ne signifie pas que tu dois fuir. Le sigma évalue chaque émotion en se demandant « Si j'agis depuis ce sentiment, cela me rapprochera-t-il de mes objectifs ou m'en éloignera-t-il » Si la réponse est que cela l'éloignera, l'émotion est reconnue, traitée intérieurement, puis écartée comme guide pour l'action. Un exemple pratique illustre parfaitement ce concept. Imagine que tu reçois une critique publique et injuste d'un supérieur au travail. La personne moyenne ressentira une vague d'émotions. Honte, colère, désir de se défendre, peut-être même l'impulsion de contre-attaquer. Et elle agira depuis ses émotions immédiatement,
possiblement en discutant, possiblement en s'humiliant en essayant de se justifier, possiblement en créant un ennemi inutile. Le sigma ressentira exactement les mêmes émotions initiales. Mais entre le ressentir et l'agir, il insérera une pause stratégique. Dans cette pause, il traitera rapidement. Qu'est-ce que je gagne à répondre depuis l'émotion maintenant? Quel est le résultat optimal de cette situation? Comment puis-je transformer cette situation adverse en avantage? Et alors il répondra, non pas depuis l'émotion, mais depuis le calcul stratégique, peut-être avec un calme déconcertant qui fait paraître l'agresseur irrationnel en comparaison, peut-être avec une question tranquille qui expose la faiblesse de l'argument de l'autre, ou peut-être avec un silence puissant qui communique plus que n'importe quel mot pourrait. Ce trait se manifeste également dans la façon dont le sigma gère le rejet et l'échec. Tandis que d'autres plongent dans des spirales émotionnelles après avoir été rejetés, que ce soit romantiquement, professionnellement ou socialement, le sigma traite l'événement avec une efficacité remarquable. Oui, il peut ressentir de la déception ou de la douleur initiale, mais il transite rapidement vers l'analyse. Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Y avait-il des signes que j'ai ignorés? Comment est-ce que j'ajuste ma stratégie à l'avenir? Le rejet ne devient pas une crise d'identité, ni une blessure à lécher pendant des mois. Il devient des données, des informations utiles pour calibrer les tentatives futures. Développer ce trait nécessite une pratique consciente. Un exercice fondamental est ce que nous appelons la pause de traitement. Chaque fois que tu ressens une émotion intense qui te pousse vers une action immédiate, arrête-toi. Arrête littéralement tout ce que tu allais faire ou dire. Prends 3 respirations profondes et demande-toi « Quel résultat est-ce que je veux ici? Agir depuis cette émotion me donnera-t-il ce résultat ?» Seulement après cette pause, décide consciemment comment répondre. Au début, cette pause semblera artificielle, forcée, mais avec la pratique, elle deviendra ton mode de fonctionnement par défaut. Un autre exercice puissant est la révision émotionnelle nocturne. Avant de dormir, passe en revue les situations de la journée où tu as ressenti des émotions fortes. Pour chacune, analyse. Comment ai-je réagi? Ma réaction était-elle optimale? Qu'aurais-je fait différemment avec le bénéfice du calme rétrospectif? Cet exercice entraîne ton esprit à commencer à appliquer cette perspective rétrospective en temps réel, te permettant éventuellement d'agir dans le moment avec la sagesse que tu n'avais auparavant qu'après coup. Le détachement émotionnel calculé ne te rend pas moins humain. Il te rend plus efficace en tant qu'humain. Les émotions sont des outils précieux qui fournissent des informations importantes sur tes valeurs, tes limites et tes besoins. Mais comme tous les outils, ils doivent être utilisés consciemment, pas autorisés à t'utiliser. L'homme Sigma a appris cette distinction cruciale, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il peut naviguer des situations qui détruiraient émotionnellement d'autres, tout en gardant sa paix intérieure intacte. 3. L'observation silencieuse. Le troisième trait sombre de l'homme Sigma est quelque chose qui met profondément mal à l'aise la plupart des gens, bien qu'ils puissent rarement articuler exactement pourquoi. Nous parlons de l'observation silencieuse, cette capacité presque surnaturelle qu'a le Sigma d'absorber des quantités massives d'informations sur les personnes et les situations sans rien révéler de lui-même dans le processus. Tu as vécu cela. Tu es dans une réunion, une fête, n'importe quelle situation sociale. Tandis que tout le monde parle, rivalise pour l'attention, révèle ses insécurités à travers ses tentatives d'impressionner. Tu observes simplement. Tu remarques comment celui qui parle le plus fort est généralement le plus insécure. Tu remarques les micro-expressions qui contredisent les mots prononcés. Tu remarques les dynamiques de pouvoir invisibles, qui cherchent l'approbation de qui évite le contact visuel avec qui interrompt constamment et qui se laisse interrompre. Tu absorbes tout cela comme une éponge informationnelle, cataloguant, analysant, construisant des profils mentaux de chaque personne présente, et tout cela, tu le fais en silence, sans que personne ne remarque qu'il est étudié. Cette compétence a des racines évolutives profondes. Dans les tribus ancestrales, la survie dépendait fréquemment de la capacité à lire correctement les situations et les personnes avant d'agir. Le guerrier qui pouvait évaluer les intentions des étrangers à distance vivait plus longtemps que celui qui approchait tout le monde avec confiance. Le chasseur qui pouvait lire le terrain et prédire les mouvements des proies
avait plus de succès que celui qui agissait impulsivement. L'homme sigma semble avoir hérité d'une version amplifiée de ses instincts observationnels, raffinés pour le monde social moderne, ce qui rend ce trait particulièrement puissant et particulièrement perturbant pour les autres est son asymétrie informationnelle. Dans toute interaction, le sigma sait typiquement beaucoup plus sur l'autre personne que cette personne n'en sait sur lui. Ce n'est pas une asymétrie accidentelle, elle est maintenue délibérément. Le sigma partage des informations sur lui-même de façon sélective et stratégique, tout en absorbant continuellement des informations sur les autres. Le résultat est un avantage significatif dans toute négociation, conflit ou relation. Considère comment cela se manifeste dans les conversations quotidiennes. La personne moyenne, quand elle rencontre quelqu'un de nouveau, commence immédiatement à parler d'elle-même. Elle partage son travail, ses opinions, ses expériences, ses problèmes. C'est presque compulsif, cette impulsion de remplir le silence avec de l'auto-révélation. Le sigma, en revanche, pose des questions. Il écoute les réponses avec une attention sincère. Il pose des questions de suivi qui démontrent qu'il écoutait. Et quand c'est son tour de partager, il le fait de façon mesurée, révélant seulement ce qui est nécessaire pour maintenir le flux conversationnel, tout en gardant la plupart de ses cartes près de sa poitrine. Cette dynamique crée un effet psychologique fascinant. La personne avec laquelle le sigma converse, ayant partagé beaucoup plus d'elle-même, développe un sentiment d'intimité avec le sigma qui n'est pas réciproque. Elle se sent comprise, écoutée, connectée. Et pendant ce temps, le sigma n'a presque rien révélé de substantiel, gardant son mystère intact tout en accumulant des informations précieuses. Ce n'est pas de la manipulation malveillante. C'est simplement la dynamique naturelle de quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. L'observation silencieuse implique également une attention extraordinaire aux détails non-verbaux. Le sigma remarque des changements subtils dans le ton de la voix qui indiquent le stress ou la malhonnêteté. Il enregistre le langage corporel incohérent avec les mots prononcés. Il observe quels sujets font que quelqu'un s'anime ou se ferme. Cette information, accumulée sur de multiples interactions, construit un modèle prédictif de comportement qui permet au sigma d'anticiper les réactions, d'éviter les conflits inutiles et de naviguer des dynamiques sociales complexes avec une facilité apparente. Un aspect crucial de ce trait est la capacité d'observer sans juger prématurément. Le sigma collecte des données avant de former des conclusions. Il peut remarquer que quelqu'un ment sur quelque chose de spécifique sans immédiatement catégoriser cette personne comme menteuse. Il peut observer un comportement négatif sans rejeter complètement la personne. Cette suspension du jugement permet une évaluation plus précise avec le temps, évitant les erreurs que commettent les gens qui forment des opinions définitives basées sur les premières impressions. Le côté sombre de ce trait, l'aspect qui met les gens mal à l'aise, même quand ils ne peuvent pas l'identifier consciemment, est la sensation d'être vu. Quand tu interagis avec un sigma, il y a des moments où tu peux sentir qu'il voit à travers tes masques sociaux, percevant des choses que tu préférerais garder cachées. Cette sensation n'est pas de la paranoïa, c'est une intuition correcte. Le sigma a probablement remarqué les contradictions que tu essaies de cacher, les insécurités que tu compenses par de la bravade, les peurs que tu projettes comme de l'agressivité. Il ne fera pas nécessairement quelque chose avec cette information, mais le simple fait qu'il l'a probablement peut être perturbant. Cela explique pourquoi certaines personnes se sentent inexplicablement mal à l'aise autour des sigmas, même quand ceux-ci n'ont rien fait d'objectivement menaçant. C'est l'inconfort d'être près de quelqu'un qui te connaît probablement mieux que tu aimerais être connu, combiné au mystère de ne presque rien savoir de comparable sur lui. Cette asymétrie viole les normes sociales non écrites sur la réciprocité et la vulnérabilité mutuelle, et cette violation génère une tension que beaucoup perçoivent mais peu peuvent nommer. L'homme sigma utilise également l'observation silencieuse pour identifier des patterns que d'autres ne voient pas. Il peut remarquer des dynamiques toxiques dans des groupes avant qu'elles n'escaladent en conflits ouverts. Il peut prédire qui va décevoir avant que cela n'arrive, simplement en observant de petites incohérences entre les mots et les actions. Il peut identifier des opportunités que d'autres manquent parce qu'ils sont trop occupés à parler pour voir. Cette capacité de perception étendue est comme avoir accès à des informations privilégiées sur le marché social. Tu vois des mouvements avant qu'ils ne deviennent publics.
Développer cette compétence consciemment implique plusieurs exercices pratiques. Premièrement, pratique le ratio d'écoute. Dans ta prochaine conversation, essaie de parler seulement 20% du temps et d'écouter 80%. Tu remarqueras combien tu apprends de plus quand tu n'es pas occupé à penser à ce que tu vas dire ensuite. Deuxièmement, pratique l'observation de groupe. Dans ta prochaine réunion sociale, prends une position où tu peux observer sans être le centre de l'attention. Note les dynamiques de pouvoir, les alliances, les conflits subtils. Fais des prédictions mentales sur comment certaines interactions vont se développer et vérifie si tes prédictions sont correctes. Avec le temps, ta précision prédictive s'améliorera dramatiquement. Troisièmement, développe ton vocabulaire d'observation. Apprends à nommer intérieurement ce que tu vois. Au lieu de simplement sentir que quelque chose ne va pas dans une interaction, identifie spécifiquement « il ment parce que son pied pointe vers la sortie, ses bras sont croisés défensivement et il évite le contact visuel quand il mentionne des chiffres spécifiques ». Ce niveau de spécificité convertit des observations vagues en intelligence actionnable. Quatrièmement, et c'est crucial, pratique l'observation sans projection. Notre esprit a tendance à projeter nos propres peurs, désirs et expériences sur les autres. Nous pouvons croire que quelqu'un est en colère contre nous, alors qu'en réalité, il est préoccupé par quelque chose de complètement différent. L'observateur expert apprend à séparer les données brutes de ses interprétations, reconnaissant quand il voit quelque chose de réel versus quand il projette. L'observation silencieuse transforme chaque interaction sociale en opportunité d'apprentissage. Chaque personne en livre ouvert pour qui sait lire. Et tandis que d'autres se plaignent que les gens sont imprévisibles et difficiles à comprendre, le Sigma a développé un système de compréhension humaine qui rend la navigation sociale non seulement gérable, mais véritablement intéressante. Chaque personne est un puzzle qui peut être déchiffré avec suffisamment d'attention et de patience. 4. Le rejet de la validation externe. Le quatrième trait sombre de l'homme Sigma est peut-être le plus difficile à développer et le plus libérateur une fois maîtrisé. Nous parlons du rejet de la validation externe, la capacité de fonctionner pleinement sans avoir besoin de l'approbation, de la reconnaissance ou de l'admiration des autres. Ce trait est considéré comme sombre parce qu'il défie directement l'un des mécanismes de contrôle les plus anciens et les plus efficaces de la société. L'utilisation de la validation comme récompense et son retrait comme punition. Dès notre naissance, nous sommes entraînés à chercher la validation externe. Les bébés apprennent rapidement quels comportements génèrent des sourires d'approbation de leurs parents et lesquels génèrent des froncements de sourcils. Les enfants à l'école sont conditionnés par les notes, les étoiles dorées et le redouté coin de punition. Les adolescents vivent et meurent pour l'acceptation de leur père. Et les adultes, supposément matures et indépendants, continuent ce pattern en cherchant la validation dans les promotions professionnelles, les likes sur les réseaux sociaux, les possessions matérielles qui impressionnent les autres et les relations qui les font se sentir désirables. Ce système de validation externe fonctionne extraordinairement bien pour maintenir la population conformiste et gérable. Si ton estime de soi dépend de l'approbation des autres, tu feras pratiquement n'importe quoi pour l'obtenir et éviter de la perdre. Tu travailleras des heures supplémentaires non payées pour que ton patron te voie favorablement. Tu achèteras des choses dont tu n'as pas besoin pour impressionner des gens qui ne te concernent pas. Tu abandonneras tes vraies opinions et personnalités pour t'intégrer à des groupes que tu n'aimes même pas vraiment. Tu vivras, en essence, comme un esclave des perceptions des autres. L'homme Sigma a brisé ses chaînes. Et le processus de les briser implique typiquement une période d'obscurité que la plupart préfèrent éviter. Arriver au rejet sincère de la validation externe nécessite généralement de passer par des expériences où cette validation a été brutalement retirée. Peut-être était-ce un rejet dévastateur qui a fait questionner au Sigma tout ce qu'il croyait sur sa valeur. Peut-être était-ce découvrir que des personnes qu'il pensait l'apprécier ne le valorisaient en réalité que pour ce qu'il pouvait leur donner. Peut-être était-ce atteindre un objectif qui était censé apporter la satisfaction, pour découvrir que le vide restait. Ces moments sombres, bien que douloureux, contiennent des graines de libération. Ils forcent le Sigma à se demander « Si ma valeur ne vient pas de l'approbation externe, d'où vient-elle ?» Et la réponse à cette question change tout.
L'homme Sigma est arrivé à une conclusion radicale mais libératrice. Sa valeur est inhérente, pas conditionnelle. Elle n'est pas accordée par les autres et donc ne peut pas être retirée par les autres. Elle ne dépend pas des accomplissements, des possessions, de l'apparence ou du statut social. Elle existe simplement parce qu'il existe. Cela peut sembler une conclusion philosophique abstraite, mais quand elle est vraiment internalisée, elle transforme chaque aspect de la vie. Considère comment cela affecte les décisions professionnelles. La personne piégée dans le jeu de la validation externe choisira des carrières, des projets et des opportunités basées sur comment ils seront perçus par les autres. Elle choisira le travail avec le titre le plus impressionnant, même si elle le déteste. Elle choisira le projet visible, même s'il n'est pas intéressant. Elle évitera les risques qui pourraient résulter en échec public, même si ces risques sont le chemin vers un succès authentique. Le Sigma, libéré de ces considérations, peut choisir basé purement sur l'alignement avec ses valeurs, intérêts et objectifs personnels. Il peut prendre le travail moins prestigieux qui lui donne plus de liberté. Il peut poursuivre des projets que lui seul trouve significatifs. Il peut risquer l'échec, parce que l'échec, sans le fardeau de la honte sociale, est simplement une expérience d'apprentissage. Dans les relations, le rejet de la validation externe crée une dynamique complètement différente. L'homme qui a besoin de validation de sa partenaire devient dépendant, jaloux, possessif. Il interprète chaque interaction à travers le prisme de « est-ce que cela me valide ou non ?» Un mot de désapprobation peut ruiner sa journée. Un compliment peut l'élever temporairement, créant un cycle addictif de recherche de cette prochaine dose de validation. Le Sigma, en contraste, entre dans les relations depuis la complétude, pas depuis le besoin. Il n'a pas besoin que sa partenaire lui dise qu'il est suffisant, parce qu'il sait déjà qu'il l'est. Il n'a pas besoin d'attention constante pour se sentir en sécurité. Il n'interprète pas chaque désaccord comme une attaque sur sa valeur. Cette sécurité interne est extraordinairement attrayante et conduit à des relations plus saines et équilibrées. Ce trait se manifeste également dans la relation du Sigma avec l'opinion publique. Tandis que la plupart des gens vivent terrorisés d'être jugés, critiqués ou mal compris, le Sigma a accepté que ces choses sont inévitables et non pertinentes. Il ne modifie pas son comportement pour éviter le jugement des étrangers. Il n'adoucit pas ses opinions pour être plus acceptable. Il ne sacrifie pas son authenticité sur l'autel de la sympathie. Cela ne signifie pas qu'il est délibérément offensant ou contraire. Cela signifie simplement que l'opinion des autres n'est pas un facteur dans ses décisions sur comment vivre. Un aspect particulièrement puissant de ce trait est l'immunité à la manipulation par la honte. La honte est un outil de contrôle social incroyablement efficace parce qu'elle attaque directement notre besoin de validation. Quand quelqu'un essaie de te faire honte, il dit essentiellement « Si tu ne fais pas ce que je veux, je retirerai mon approbation » et potentiellement influencerai les autres pour qu'ils retirent la leur. Pour la personne dépendante de la validation externe, cette menace est dévastatrice. Pour le Sigma, elle est inefficace. Tu ne peux pas utiliser la menace de retirer quelque chose dont l'autre personne n'a pas besoin. Et quand les tentatives de manipulation basées sur la honte échouent répétitivement, les manipulateurs réalisent éventuellement que le Sigma n'est pas une cible viable et le laissent tranquille. Développer ce trait nécessite un travail intérieur profond et constant. La première étape est l'audit de validation. Examine honnêtement les domaines de ta vie où tu cherches la validation externe. Pourquoi postes-tu sur les réseaux sociaux? Pourquoi mentionnes-tu certains accomplissements dans les conversations? Pourquoi t'habilles-tu d'une certaine façon? Pourquoi évites-tu certaines activités ou personnes? Beaucoup de ces décisions, si tu es honnête, sont contaminées par la recherche d'approbation ou la peur du rejet. Identifier ces patterns est la première étape pour t'en libérer. La deuxième étape est l'expérimentation avec la désapprobation. Fais délibérément quelque chose de petit que tu sais générera la désapprobation de certaines personnes et observe ce qui se passe. Note comment l'anticipation de la désapprobation se compare à la réalité. Tu découvriras fréquemment que la désapprobation réelle est beaucoup moins dévastatrice que la peur anticipée. Et avec chaque expérience réussie, ta tolérance à la désapprobation grandit. La troisième étape est de développer des sources internes de validation. Cela signifie établir tes propres standards de succès et t'évaluer contre eux, pas contre les opinions des autres.
Cela signifie célébrer intérieurement quand tu vis selon tes valeurs, même si personne d'autre ne le remarque ou ne le reconnaît. Cela signifie apprendre à être ton propre témoin, ton propre juge, ta propre source d'approbation. Le rejet de la validation externe ne signifie pas que tu ignores tout feedback. Le Sigma sage écoute toujours les critiques constructives de personnes qu'il respecte et considère les informations précieuses de sources fiables. Ce qu'il ne fait pas, c'est permettre que cette information externe détermine son estime de soi. Il peut entendre qu'il a échoué dans quelque chose sans sentir qu'il est un échec. Il peut recevoir des critiques sans se sentir attaqué en tant que personne. L'information externe est traitée rationnellement, utilisée quand elle est utile et écartée quand elle ne l'est pas, tout cela sans affecter le noyau interne d'auto-valorisation. Ce trait est particulièrement crucial à l'ère des réseaux sociaux, où la validation externe a été gamifiée et marchandisée. Chaque like, chaque commentaire, chaque follower devient une métrique de valeur, créant des addictions conçues par des algorithmes qui cherchent à maximiser ton temps sur des plateformes qui profitent de ton insécurité. Le Sigma voit ces dynamiques clairement et refuse d'y participer. Il peut utiliser les réseaux sociaux comme outils s'ils servent un but, mais il ne permet pas que ces plateformes utilisent son besoin de validation comme carburant pour leurs modèles commerciaux. La liberté qui vient du rejet de la validation externe est difficile à décrire à ceux qui ne l'ont pas expérimenté. C'est comme avoir vécu toute ta vie en portant un poids invisible que tu ne savais même pas que tu portais, et soudainement le laisser tomber. Les décisions qui étaient auparavant paralysées par l'inquiétude de ce qu'ils vont penser deviennent simples. Les relations qui étaient auparavant des champs de bataille pour l'attention et la reconnaissance deviennent paisibles. La vie entière se simplifie quand tu arrêtes de jouer un jeu dont tu n'as jamais eu besoin du prix en premier lieu. 5. L'adaptabilité caméléonique. Le 5e trait sombre de l'homme Sigma semble contredire certains des traits précédents, mais en réalité les complète de façon fascinante. Nous parlons de l'adaptabilité caméléonique, la capacité du Sigma à se déplacer fluidement entre différents contextes sociaux. Ajustant sa présentation, son comportement et même sa personnalité apparente selon ce que chaque situation requiert. Ce trait est considéré comme sombre parce qu'il peut sembler trompeur, comme si le Sigma était faux ou manipulateur. Mais la réalité est plus nuancée et moins sinistre qu'elle n'apparaît superficiellement. Pour comprendre l'adaptabilité caméléonique du Sigma, nous devons d'abord examiner ce qu'est vraiment l'authenticité et si nos notions populaires à son sujet sont correctes. La vision conventionnelle de l'authenticité dit que tu dois toujours être exactement qui tu es, sans filtre ni ajustement, dans toutes les situations. Si tu aimes une certaine musique, tu dois la défendre même quand tu es entouré de gens qui la détestent. Si tu as certaines opinions, tu dois les exprimer quel que soit le contexte. Si ta personnalité naturelle est d'une certaine façon, la modifier pour différentes situations serait de l'hypocrisie. Le Sigma reconnaît que cette vision est naïve, impraticable et ironiquement inauthentique en elle-même. Parce que la vérité est que nous sommes tous de multiples soi, différentes versions de nous-mêmes, qui émergent naturellement dans différents contextes. Le soi que tu es avec ta famille proche est différent du soi que tu es avec des collègues professionnels. Le soi que tu es lors d'un premier rendez-vous est différent du soi que tu es avec des amis de toujours. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la nature fluide de l'identité humaine. L'homme Sigma a simplement porté cette adaptabilité naturelle à un niveau de maîtrise consciente. Il n'adopte pas différents masques parce qu'il est insécure sur qui il est. Il le fait parce qu'il a une identité centrale, si solide, qu'il peut flexibiliser son expression externe sans menacer son noyau interne. Il est comme l'eau qui prend la forme du récipient qui la contient sans cesser d'être de l'eau. Cette adaptabilité donne au Sigma un avantage significatif dans presque tout contexte social. Il peut entrer dans une réunion de cadres d'entreprise et se comporter d'une manière qui s'intègre naturellement, utilisant le bon langage, adoptant le rythme approprié, respectant les hiérarchies implicites. Il peut quitter cette réunion et entrer dans un bar avec des amis d'enfance, changeant complètement sa présentation pour quelque chose de plus détendu, humoristique, informel. Il peut assister à un événement de haute culture, puis à un match de football, se sentant également à l'aise dans les deux. Là où d'autres sentent qu'ils n'appartiennent qu'à certains environnements, le Sigma peut appartenir, ou au moins fonctionner efficacement,
dans presque n'importe lequel. Il y a plusieurs compétences spécifiques qui composent l'adaptabilité caméléonique. Premièrement, il y a la lecture rapide du contexte, la capacité d'évaluer rapidement les normes non écrites de tout nouvel environnement. Quand le sigma entre dans un espace, il observe automatiquement. Quel est le niveau de formalité ici? Quels sont les sujets de conversation appropriés? Qui a le pouvoir? Quels sont les tabous? Cette information est traitée presque instantanément, permettant une adaptation rapide. Deuxièmement, il y a l'ajustement du registre communicationnel. Cela inclut modifier le vocabulaire, le niveau de complexité du langage, l'utilisation de jargon spécifique au groupe, le ton émotionnel et la vitesse de parole. Le sigma peut converser sur la philosophie abstraite avec des académiques en utilisant la terminologie appropriée, puis discuter de matchs de football avec des fans occasionnels en utilisant le langage du stade. Les deux versions sont authentiques, elles sont simplement calibrées pour différentes audiences. Troisièmement, il y a la gestion de multiples identités sociales. Le sigma peut être connu de façon complètement différente par différents groupes de personnes. Ses collègues de travail peuvent le voir d'une façon, ses amis intimes d'une autre, sa famille d'une autre encore. Et aucune de ces perceptions n'est incorrecte. Ce sont simplement des vues partielles d'une personne multidimensionnelle qui choisit quelle dimension montrer dans chaque contexte. L'aspect sombre de cette capacité est son potentiel pour la tromperie, mais le sigma typique ne l'utilise pas à des fins malveillantes. Plutôt, il l'utilise pour une navigation sociale efficace. Pourquoi créer une friction inutile en exprimant des opinions controversées dans des contextes où cela ne sert aucun but? Pourquoi aliéner des personnes qui pourraient être utiles ou agréables simplement par manque de flexibilité sociale? Le sigma conserve son énergie pour les batailles qui comptent vraiment et adapte sa présentation dans les situations où l'authenticité rigide ne créerait que des problèmes sans bénéfice. Cela s'étend également à la capacité du sigma à se déplacer entre différentes classes sociales et cultures, avec une relative facilité. Là où d'autres se sentent marqués par leur origine, incapables d'échapper aux patterns de comportement appris dans leur environnement original, le sigma peut changer de code fluidement. Il peut avoir grandi dans des circonstances humbles, mais fonctionner parfaitement dans des environnements d'élite. Il peut avoir été éduqué dans des environnements privilégiés, mais se connecter sincèrement avec des personnes de n'importe quel milieu. Cette flexibilité de classe est rare et précieuse, ouvrant des portes qui restent fermées à ceux qui ne peuvent opérer que dans leurs environnements natifs. L'adaptabilité caméléonique inclut également la capacité d'adopter temporairement des perspectives qui ne sont pas les siennes. Le sigma peut argumenter de façon convaincante des positions avec lesquelles il n'est pas d'accord, peut comprendre et articuler des points de vue qu'il rejette personnellement, peut voir des situations depuis des angles qui vont contre ses inclinations naturelles. Cette flexibilité mentale lui permet de comprendre les autres plus profondément, de négocier plus efficacement et d'éviter le piège de la fermeture idéologique qui limite tant de gens. Un exemple pratique illustre ce trait en action. Imagine que le sigma cherche un nouveau travail. Dans un entretien avec une start-up technologique à culture décontractée, il peut se présenter comme créatif, flexible, à l'aise avec l'ambiguïté, enthousiaste pour l'innovation. Dans un entretien avec une corporation traditionnelle, il peut se présenter comme structuré, orienté processus, respectueux des hiérarchies, focalisé sur les résultats mesurables. Les deux présentations sont des versions vraies de qui il est, mettant simplement l'accent sur différents aspects selon ce que chaque environnement valorise, et aucune n'implique de mentir ou de prétendre des capacités qu'il n'a pas. Développer l'adaptabilité caméléonique nécessite du travail dans plusieurs domaines. Premièrement, expose-toi délibérément à des environnements divers. Si tu socialises toujours avec le même type de personnes, tu ne développeras jamais la flexibilité nécessaire. Cherche des expériences en dehors de ta zone de confort social. Assiste à des événements de communautés différentes de la tienne. Voyage si possible, non pas comme touriste superficiel, mais comme participant dans différentes cultures. Deuxièmement, étudie consciemment les codes de différents groupes. Observe comment ils s'habillent, comment ils parlent, ce qu'ils valorisent, ce qu'ils rejettent, non pas pour juger, mais pour comprendre. Cette connaissance anthropologique est la matière première de l'adaptabilité.
Troisièmement, pratique l'adoption temporaire de perspectives. Régulièrement, essaie d'argumenter des positions contraires aux tiennes, de voir des situations depuis des points de vue que tu rejetterais normalement. Cela assouplit ton esprit et te prépare à opérer sincèrement dans des contextes où ces perspectives sont dominantes. Quatrièmement, développe un sens clair de ton noyau non négociable. L'adaptabilité caméléonique fonctionne mieux quand elle est ancrée dans une identité centrale solide. Le sigma sait quelle valeur il ne compromettra jamais, quelle ligne il ne franchira jamais, qui il est fondamentalement quel que soit le contexte. Cette clarté interne est ce qui permet la flexibilité externe sans s'y perdre. L'adaptabilité caméléonique peut sembler contradictoire avec l'authenticité du sigma, mais en réalité c'est son expression la plus sophistiquée. Le sigma sincère n'a pas besoin d'exprimer chaque aspect de lui-même dans chaque situation pour se sentir authentique. Son authenticité est dans sa relation avec lui-même, pas dans sa présentation au monde. Et cette sécurité interne lui permet de porter différents costumes sociaux selon l'occasion, sans sentir qu'il trahit qui il est. 6. La pensée contrariante. Le sixième et dernier trait sombre de l'homme sigma est peut-être le plus intellectuellement définissant de tous. Nous parlons de la pensée contrariante, la tendance naturelle du sigma à questionner les consensus, défier la sagesse conventionnelle et arriver à des conclusions qui diffèrent de ce que la majorité accepte sans questionner. Ce trait est considéré comme sombre parce qu'il rend le sigma difficile à contrôler à travers les mécanismes normaux d'influence sociale. La publicité, la propagande, la pression des pairs, tous ces outils dépendent de ce que les gens acceptent les messages sans les analyser de façon critique. Et le sigma, avec son esprit naturellement contrariant, est résistant à tous. La pensée contrariante du sigma n'est pas une simple rébellion adolescente, ni une contrariété pour le plaisir d'être contraire. C'est un processus intellectuel rigoureux qui questionne automatiquement les prémices sous-jacentes de toute position largement acceptée. Quand le sigma entend que tout le monde pense X, sa première réaction n'est pas d'accepter X ni de le rejeter, mais de demander « Pourquoi tout le monde pense-t-il X? Quelle évidence supporte X? Qui bénéficie de ce que les gens croient X? Quelles alternatives à X ne sont pas considérées ?» Ce processus d'interrogation systématique révèle fréquemment des faiblesses dans des consensus que la majorité accepte par inertie sociale. Historiquement, le progrès humain a été impulsé par des penseurs contrariants. Galilée, en proposant que la Terre tournait autour du Soleil, a défié non seulement la science établie, mais l'autorité religieuse de son époque. Darwin, en proposant l'évolution, a contredit les croyances les plus fondamentales sur l'origine humaine. Einstein, en réimaginant l'espace et le temps, a défié une physique qui semblait complète et correcte. Dans chaque cas, la pensée contrariante a fait face à une résistance massive, à la ridiculisation, et dans certains cas à la persécution. Et dans chaque cas, la pensée contrariante s'est avérée correcte. L'homme sigma moderne opère avec cette même disposition mentale, bien que généralement à des échelles plus quotidiennes. Il questionne les trajectoires de vie présentées comme les seules options viables. Il questionne les définitions du succès que la société prescrit. Il questionne les structures de travail, de relations et de consommation que la majorité accepte sans examiner. Et fréquemment, ce questionnement le mène à construire une vie qui semble radicalement différente de ce que la société considère normal. Un exemple concret. Le récit conventionnel dit que tu dois aller à l'université, obtenir un bon travail, acheter une maison avec une hypothèque, te marier, avoir des enfants et prendre ta retraite dans la soixantaine. Cette séquence est présentée comme le seul chemin vers une vie satisfaisante. Le penseur contrariant examine chaque élément de cette séquence. L'université est-elle le meilleur investissement éducatif pour tous? Qu'est-ce qui définit un bon travail et pour qui? La propriété immobilière est-elle vraiment meilleure que la location dans toutes les circonstances? Le mariage traditionnel est-il la seule structure relationnelle valide? Avoir des enfants est-il une nécessité universelle ou un choix que tous ne doivent pas faire? Pourquoi attendre jusqu'à 60 ans pour avoir la liberté de temps? Chacune de ces questions défie des suppositions que la majorité ne questionne jamais. Et les réponses que le sigma trouve le mènent fréquemment à des choix qui semblent étranges de l'extérieur, mais qui sont parfaitement calibrés à sa situation, ses valeurs et ses objectifs spécifiques.
La pensée contrariante s'applique également à des domaines plus immédiats. Dans les conversations sur les événements actuels, le sigma considère naturellement des perspectives qui ne sont pas représentées. Quand un récit médiatique devient dominant, son premier instinct est de chercher des informations contradictoires. Non pas parce qu'il suppose que le récit dominant est faux, mais parce qu'il sait que la vérité est rarement aussi simple qu'une seule histoire le suggère. Cette disposition le protège de la manipulation de masse et lui donne accès à des compréhensions plus nuancées que la majorité n'atteint jamais. Un aspect crucial de la pensée contrariante efficace est de distinguer entre contrariété productive et improductive. La contrariété improductive est simplement prendre la position opposée à n'importe quel consensus pour le plaisir d'être différent. C'est aussi irrationnel que la conformité aveugle, juste dans la direction opposée. La contrariété productive est examiner soigneusement les consensus, rejeter ceux qui ne résistent pas à l'examen, et accepter ceux qui résistent, indépendamment de combien la conclusion est populaire ou impopulaire. Cela signifie que le sigma peut, après une analyse rigoureuse, arriver à des conclusions qui coïncident avec le consensus populaire. Tout ce que la majorité croit n'est pas incorrect, mais quand le sigma accepte une position populaire, il le fait parce que sa propre analyse l'a convaincu, pas parce que la popularité de la position est preuve de sa validité. La pensée contrariante a des coûts sociaux significatifs. Le sigma se trouve fréquemment dans des positions où il voit des failles évidentes dans des raisonnements que tous les autres semblent accepter. Cela peut être isolant. Comment te connectes-tu avec des personnes qui croient des choses que ton analyse a révélées comme fausses ou incomplètes? Comment participes-tu à des conversations où la prémisse de base te semble incorrecte? Comment navigues-tu un monde qui semble opérer sous des suppositions que tu as rejetées? La réponse du sigma implique typiquement une sélectivité stratégique. Il n'exprime pas chaque pensée contrariante qu'il a. Il ne corrige pas chaque erreur qu'il observe. Il choisit ses batailles soigneusement, sachant que certains consensus ne valent pas la peine d'être défiés publiquement, même s'il les considère incorrects. Cette sélectivité n'est pas de la lâcheté, ni un compromis d'intégrité. C'est la reconnaissance pragmatique que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être proclamées, et que certaines batailles consomment plus d'énergie que le résultat n'en vaut. La pensée contrariante alimente également l'innovation et la créativité du sigma. Parce que quand tout le monde pense de la même façon, les solutions disponibles sont limitées. Le penseur contrariant, en considérant systématiquement ce que les autres rejettent, trouve fréquemment des opportunités dans des espaces que la majorité ignore. Les entreprises réussies, les œuvres créatives originales, les découvertes scientifiques, tout vient fréquemment de personnes disposées à considérer ce que la sagesse conventionnelle dit ne pas valoir la peine de considérer. Développer la pensée contrariante nécessite plusieurs habitudes mentales. Premièrement, cultive la curiosité pour les perspectives marginales. Quand un point de vue est ridiculisé ou rejeté sans considération sérieuse, demande-toi s'il mérite un examen plus attentif. Parfois, les idées marginales sont marginales parce qu'elles sont mauvaises. Mais parfois, elles sont marginales simplement parce qu'elles défient des intérêts établis ou parce qu'elles sont en avance sur leur temps. Deuxièmement, pratique la question inverse. Quand tu entends une affirmation, demande « Qu'est-ce qui devrait être vrai pour que l'opposé soit correct ?» Cet exercice révèle fréquemment des suppositions cachées et des faiblesses argumentatives qui ne sont pas évidentes autrement. Troisièmement, cherche activement des informations qui contredisent tes croyances actuelles. C'est l'une des habitudes les plus difficiles à développer parce qu'elle contredit nos tendances naturelles de biais de confirmation. Mais c'est essentiel pour le penseur contrariant sincère, qui ne défie pas seulement les consensus des autres, mais aussi ses propres consensus internes. Quatrièmement, distingue entre évidence et autorité. Fréquemment, nous acceptons des choses non pas parce que nous avons des preuves de leur véracité, mais parce que des personnes que nous considérons comme des autorités les affirment. Le penseur contrariant demande toujours quelle est l'évidence indépendamment de qui la présente. Les références et le statut ne déterminent pas la vérité. La pensée contrariante est peut-être le trait le plus intellectuellement exigeant à développer parce qu'il nécessite le confort avec l'incertitude et l'ambiguïté. Le conformiste a le confort de savoir que la majorité est d'accord avec lui. Même s'il a tort en bonne compagnie. Le penseur contrariant est fréquemment seul avec ses conclusions,
sans la validation du consensus pour l'assurer qu'il a raison. Cela nécessite une force intellectuelle et une tolérance au doute que beaucoup trouvent inconfortable. Mais la récompense de ce trait est une vie vécue selon ses propres termes, basée sur ses propres conclusions, dirigée vers des objectifs consciemment choisis plutôt qu'inconsciemment absorbés de l'environnement social. Et cette autonomie intellectuelle, bien que solitaire parfois, est l'une des plus grandes libertés qu'un être humain puisse atteindre. Nous arrivons à la fin de ce voyage profond à travers les 6 traits sombres et étranges qui te rendent unique en tant qu'homme Sigma. Nous avons exploré la solitude stratégique, le détachement émotionnel calculé, l'observation silencieuse, le rejet de la validation externe, l'adaptabilité caméléonique et la pensée contrariante. 6 caractéristiques que le monde interprète mal fréquemment, craint ou essaie de corriger, mais qui sont en réalité des super-pouvoirs quand elles sont correctement comprises et maîtrisées. Si tu es arrivé jusqu'ici, si ce contenu a résonné en toi d'une façon profonde, alors tu reconnais probablement quelque chose de toi-même dans ces descriptions. Peut-être as-tu toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent dans la façon dont ton esprit fonctionnait, dans la façon dont tu te rapportais au monde et aux autres. Peut-être as-tu passé des années à essayer de t'intégrer dans des moules qui ne s'ajustaient simplement pas à ta forme, sentant que quelque chose n'allait pas chez toi, alors qu'en réalité, ce qui n'allait pas, c'était le moule. Ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci. Il n'y a rien à réparer en toi. Ces traits que le monde appelle sombres ou étranges ne sont pas des défauts que tu dois éliminer. Ce sont les outils que la nature ou le destin ou l'univers, appelle-le comme tu veux, t'a donnés pour naviguer un monde qui n'a pas été conçu pour des personnes comme toi. Et quand tu apprends à utiliser ces outils consciemment, au lieu de lutter contre eux ou d'en avoir honte, tu deviens extraordinairement efficace dans pratiquement tout ce que tu entreprends. Le chemin du Sigma n'est pas facile. Il nécessite le confort avec la solitude dans une ère d'hyperconnexion. Il nécessite le contrôle émotionnel dans un temps de réactivité constante. Il nécessite l'observation patiente quand tout le monde exige des réponses instantanées. Il nécessite l'autosuffisance quand tout le système est conçu pour créer la dépendance. Il nécessite la flexibilité mentale quand la majorité cherche des certitudes absolues. Et il nécessite la pensée indépendante quand la conformité n'a jamais été plus facile ni plus tentante. Mais les récompenses sont proportionnelles aux défis. La vraie liberté, pas l'illusion de liberté que vendent les publicités. Des relations basées sur un vrai choix, pas sur la dépendance émotionnelle. Le succès défini par tes propres termes, pas par des métriques que d'autres ont établies. La paix mentale qui vient de l'intérieur, pas qui dépend des circonstances externes. Et peut-être le plus précieux, l'expérience de vivre une vie authentiquement tienne. Pas une copie des vies que d'autres vivent parce qu'ils ne connaissent pas d'autres options. Chez Cercle Mental, nous créons du contenu spécifiquement pour des hommes qui ont choisi ce chemin différent. Chaque vidéo est un outil conçu pour t'aider à mieux comprendre ta propre nature et à développer les compétences nécessaires pour prospérer en tant que Sigma dans un monde construit pour les conformistes. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si tu as appris quelque chose de nouveau sur toi-même ou confirmé quelque chose que tu intuais déjà, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Je ne te le demande pas parce que nous avons besoin de chiffres, bien que, bien sûr, les chaînes grandissent avec des abonnés. Je te le demande parce que si ce contenu t'a servi, le contenu qui vient te servira encore plus. Nous avons des vidéos sur le développement de la mentalité Sigma, sur les relations depuis la perspective Sigma, sur le succès et la productivité pour les esprits qui fonctionnent différemment. Chaque vidéo est une pièce du puzzle qui t'aidera à devenir la version la plus puissante et authentique de toi-même. Le loup solitaire n'a pas besoin d'une meute pour survivre, mais même le loup solitaire peut bénéficier d'un point de rencontre avec d'autres qui comprennent sa nature. Cette chaîne est ce point de rencontre. Ce n'est pas une tribu au sens traditionnel. Nous ne demandons pas la conformité ni la loyauté aveugle. Nous offrons seulement des outils, des perspectives et occasionnellement le rappel que tu n'es pas aussi seul dans ta façon différente d'être qu'il peut parfois sembler. Merci pour ton temps et ton attention. À la prochaine vidéo.